Et je monte ma première boîte et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Les erreurs que j'ai pas faites, c'est-à-dire que j'ai testé avec mes utilisateurs, j'étais embed dans ce cabinet d'avocats. Ce que j'ai complètement planté, ça a été les notions de différence entre ça peut être utile, en gros utile et utilisable, et est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça. Quand j'arrive chez Deezer, une des choses qui je trouve le plus intéressante, c'est comment on utilise un produit pour différencier une marque. Une belle leçon d'entrepreneuriat, je trouve, que tu viens de donner, c'est ne cherchons pas à reproduire ceux qui sont déjà devant nous, cherchons à faire différemment. Fabrice, bienvenue sur Handzone, bienvenue dans cette saison 2, saison dans laquelle on parle de product, de ROI, un sujet qui t'est vraiment cher. Ouais. Aujourd'hui, on t'accueille, tu as un profil un tout petit peu différent des profils qu'on a l'habitude de recevoir ici sur ce podcast, puisque tu as été aussi bien dans le monde du product pur, c'est-à-dire vraiment avec tes produits à gérer, etc., que dans le monde du conseil, que maintenant aussi entrepreneur. Donc voilà, bienvenue. Tu as eu un passé qui est passionnant. Tu as commencé chez Deezer en 2016, donc dans le B2C. Ensuite, tu es passé par Tiga en 2018. En 2022, si je dis bon, tu es passé chez The Fork. Enfin bref, que des belles aventures. Quelle expérience aujourd'hui, Fabrice, t'a forgé le plus côté produit? Qui a forgé le Fabrice d'aujourd'hui? Pour moi, ça n'a pas été tellement Deezer, The Fork et autres. Ça a été ma première expérience professionnelle en 2002, à une époque où on ne parlait pas de produits, certainement pas de comment en faire. Et j'ai monté ma première boîte en legal tech. On n'appelait pas ça non plus legal tech. Et voilà. J'étais étudiant en droit. Je m'emmerdais à l'université, très, très franchement. Je ne savais pas si je voulais être avocat. J'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats. J'ai surtout vu une opportunité business qui était de digitaliser les affaires juridiques. Ça, c'était au tout Voilà, début, c'est donc le tout juste début. après Donc ta formation 2002, initiale. voilà, j'ai Ok. un DUG à l'époque, on appelait ça un DUG pour les plus vieux d'entre nous qui Mes se parents disent ça. reconnaîtront. Voilà. Et je monte ma première boîte et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Les erreurs que j'ai pas faites, c'est-à-dire que j'ai testé avec mes utilisateurs, j'étais embed dans ce cabinet d'avocats. Ce que j'ai complètement planté, ça a été les notions de différence entre ça peut être utile, en gros utile et utilisable, et est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça. La vraie willingness to pay, le product marketing tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Et ça, je l'ai complètement manqué. Et j'ai planté la boîte à cause de ça. J'avais un cas d'usage, c'était utile, sauf que les gens qui étaient en capacité de l'acheter ou qui avaient une influence sur la décision d'achat, eux, n'en voyaient pas l'intérêt et au contraire, ils avaient l'impression que ça leur retirait du pouvoir. Donc toi, à l'époque, tu étais en stage dans ce cabinet d'avocat et en parallèle, tu développais la Exactement. solution que tu pensais être bonne pour le cabinet. Exactement. Et donc, on parle de 2002, donc l'agilité, on en commençait à en parler en France. Il y a des gens qui en parlaient depuis plus longtemps, mais c'était pas aussi hype que ça l'a été quelques années après. Et le product management, le product design, c'était des termes qu'on n'utilisait pas du tout. Et le fait de me planter et de me dire qu'est-ce que j'ai manqué, et comment je refais le lien entre là, je sens qu'effectivement, il y a un problème à résoudre. On parlait pas comme ça à l'époque, hein, Hmm. mais il y a un truc qui va pas. Ça frustre tout le monde. Personne n'a imaginé qu'on puisse apporter une solution différente à tout ça. Euh, et normalement, il y a de l'argent à faire, en tout cas, et il y a de quoi monter une boîte dessus. C'était surtout ça. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Et c'est là que je me suis mis à lire des bouquins. Donc à l'époque, il y avait pas grand-chose, hein. Marty Kagan n'existait pas au niveau mondial, hein, où j'ai lu Crossing the Chasm, la première édition, à comprendre en fait quelles étaient les erreurs que j'avais faites. Et c'est comme ça que Excellent. j'étais picousé entre guillemets au monde de l'UX. À l'époque, c'était des Alan Cooper, c'était ouais, le tout On était début. très loin de ce Ouais. qu'on peut voir aujourd'hui, etc. Donc ça, première aventure entrepreneuriale, on peut Ouais. le dire. Qu'est-ce que tu as fait après, juste avant, enfin juste avant, il y a quand même un petit gap, mais d'arriver chez Deezer. Bah, j'ai remonté une deuxième boîte Ouais. que j'ai vendue. Alors là, pour le coup, j'ai été très, très, très au fait de je parle à quel segment de marché, quelle proposition de valeur, quel différenciateur. Pour pas Voilà, reproduire toutes les erreurs que exactement. tu avais faites en fait. Et Ouais. de me dire où est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose, où je vais être crédible, légitime à le faire, qu'est-ce qu'il va falloir que je sois capable de montrer pour que les gens aient envie d'acheter. Donc c'était des notions de lancement digitaux de produits en Mhm. mode luxe beauté. Donc on Ok. a commencé par qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde-là au niveau digital à
les grandes agences sont très mauvaises sur le lancement digital parce qu'ils sont très bons en display, en magazine et tout ce que tu veux. Mais c'est pas un monde qui a compris les particularités du digital. Ouais. Se dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-dedans très spécialisé où on va créer un site vitrine pour un lancement de produit, bon, pour Dior, pour Chanel, Hmm. pour Lexus, on a eu des clients très différents. Et ensuite, comment tu leur donnes la main pour le faire évoluer avec une Une sorte notion, d'agence voilà, web de l'époque, en agence fait. web avec du SaaS derrière. Ouais, d'accord. Ok. Que Où tu pareil, industrialisais toute la partie génération de landing, j'en sais rien, ou des éléments comme ça. Ok. et avec une promesse qui était d'avoir l'écran digital à la hauteur du produit physique. Et qui a bien marché, mais qui était très différent de ce que les autres apportaient sur le marché. Et on a été racheté par un grand acteur en 2007 qui justement voyait qu'ils n'étaient pas bons sur ce domaine-là et qui ont acheté plein de petites agences pour se renforcer, soit en termes de capacité, soit en termes de portefeuille. Voilà. C'est fou, donc ça, première belle aventure, quoi. Ouais. Un échec, et puis hop, suivi d'un succès. Enfin, un échec, c'est comme ça qu'on le dit, mais, Moi, c'est un échec. ça, Hein, il y a eu beaucoup pas. d'apprentissage, Ouais. j'imagine. Trop bien. Et après? Ensuite, product marketer chez IBM. Ouais. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. J'avais 26 ans. Ils m'ont payé ma reprise d'études. Énormément d'apprentissage aussi de ce que c'est qu'une boîte de cette taille-là, que je Ouais. n'avais pas du tout connue. Hein. Moi, Ouais, j'ai du coup, ouais. connu 2 startups qui étaient les miennes. Et un stage. Changement, voilà, et un vrai changement de dimension. Ouais. Passionnant parce que multiculturel, sur 9 pays, chose que je n'avais pas connue du tout. Moi, je connaissais le côté franco-français. Je n'avais pas d'expérience internationale du tout. Donc ça a été génial pour comprendre les notions de culture. Et j'ai été product marketer. Et sur Viadeo à l'époque, puisque LinkedIn commençait vraiment en France, j'étais le seul product marketing manager de France. Donc à l'amont, tu te dis, soit je suis un visionnaire, soit je suis dans une voie de garage. C'est C'est énorme. l'un Et ou en même l'autre. temps, ça correspond bien à ton passé où Ouais. tu t'es dit, bah voilà, le product, faut qu'il soit adopté. Donc, comment on market maintenant ce produit pour aider aussi à l'adoption, quoi. Et comprendre les C'était sales logique. et Ouais. d'aller voir le terrain et se prendre des... En fait, à quel moment on te dit non? Les réponses aux objections, que souvent, moi j'en ai beaucoup parlé, mais on parle de 2007 à 2010, cette notion de sales enablement n'était pas faite par le produit, il était fait rarement, en tout cas par les gens qui construisaient les choses. Aller sur le terrain en Italie, en Lombardie, pour comprendre dans des rendez-vous clients qu'est-ce qui fait que les gens font confiance à IBM, pas IBM, à un moment où IBM n'est plus dans cet état de se dire en fait personne n'a jamais été viré pour acheter de l'IBM parce que tu as du Ouais. Dell, parce que tu as du HP, parce que tu as de l'EMC, enfin bref. Il y avait besoin de remontrer cette valeur différenciante d'acheter de l'IBM par Donc, rapport se aux autres. recentrer en fait sur les clients, les utilisateurs pour pouvoir construire des offres différenciantes. Et ça, tu vois, ça a été... Alors, c'est dans la continuation, Ouais. mais le fait de te dire une feature n'est pas suffisante parce que la feature n'a pas la même valeur selon comment tu le fais, ça me rappelle une speakeuse de la Product Conférence qu'on a fait venir 2 fois, qui s'appelle April Dunford, qui est devenue une papesse du positionnement aujourd'hui marketing, qui à l'époque n'était pas connue du tout parce que son premier bouquin n'existait pas, on l'a invité en 2017, et qui avait une expression qui est géniale, que je vais traduire mal, désolé, en français, qui est de dire, si on prend une merde de chien, le marketing peut la polisser et mettre des glitters dessus. Le positionnement, c'est transformer ces merdes de chiens en fertilisant. En disant, ça n'a plus du tout la même valeur. Que vous marchiez dedans, que vous le mettiez dans un champ, si je dois faire un parallèle, c'est vachement mieux en anglais, je suis désolé. En français, Ça rend bien. et là, et se dire, OK, sur quel segment, qu'est-ce que je peux donner comme valeur, à qui, qu'est-ce qu'il va acheter, pourquoi je vais stand out sur un marché qui est concurrentiel, pourquoi les gens vont se dire, mais je suis légitime pour faire ça. Ça, j'ai toujours trouvé ça absolument passionnant. Et on parlait de 10 heures, mais donc j'ai fait ça, j'ai remonté une autre boîte ensuite, j'ai bossé en fintech sur un domaine qui était l'order to cash, à essayer de rallier la notion d'utilisabilité avec des gens qui pouvaient passer des coups de fil au téléphone pour faire du recouvrement de créances, Ouais. jusqu'à prédire des notions de risque de paiement avec certains clients, donc des choses qui étaient assez larges. Quand j'arrive chez Deezer, une des choses qui, je trouve le plus intéressante, c'est comment on utilise un produit pour différencier une marque. Sur du B2C, particulièrement. Qui était à l'époque très en concurrence, forcément avec Spotify, qu'on connaît bien Exactement. aujourd'hui.
Et tu te dis, est-ce que tu acceptes que tu ne vas pas gagner la guerre contre Spotify parce que Spotify, il y a déjà beaucoup trop d'avance euh, et il faut que tu trouves ta voix, ta façon de faire, ce qui va faire que Hmm. les gens vont te choisir et te garder et qui sont capables de dire qu'est-ce qu'il y a de différent entre Deezer et Spotify qui fait que tu restes chez Deezer, c'est la clé. Et d'ailleurs, c'est une belle leçon d'entrepreneuriat, je trouve, que tu viens de donner. C'est ne cherchons pas à reproduire ceux qui sont déjà devant nous. Cherchons à faire différemment pour pouvoir se différencier et faire en sorte d'apporter une proposition de valeur qui soit différente. Faire d'une notion de... Alors, je vais réutiliser des choses probablement que les gens ont toujours entendu, mais la notion d'océan bleu, océan rouge. Ouais, Ok, ça date de 99. C'est pas moins vrai aujourd'hui bien de sûr. se dire est-ce qu'il y a un pan de marché que je suis capable d'aller adresser et que ça soit dans du produit logiciel ou du conseil ou n'importe quoi, et comment je crée la barrière à l'entrée. Ça reste des questions basiques qu'on n'a pas réinventé avec le produit numérique, hein, Hmm, mais qui restent toujours aussi importantes parce que les gens n'achètent pas des features, ils achètent un produit, ils achètent une réponse à des ambitions, ils achètent du confort, souvent. hmm, On parle beaucoup de problèmes, je pense ou de besoins, souvent c'est plus des envies que des besoins, et que on doit comprendre ce qui fondamentalement crée la décision d'achat. ouais, Et c'est jamais froid. bien Ça peut sûr. être rationalisé, mais c'est jamais froid. Ouais. Et c'est ce que je trouve. J'ai eu la chance de vivre, moi, dans ma carrière, c'est autant d'être dans des petites boîtes SMB que du B2C, que de l'enterprise. Et de voir les points communs qu'il y a, qui est une décision humaine qui n'est pas totalement rationnelle. Et il faut être capable de parler à cette partie gentiment irrationnelle, de mettre des mots dessus pour le rationaliser et de se dire pourquoi on m'achète moi ou m'achèterait moi plutôt que quelqu'un d'autre. C'était hyper intéressant. Tu donnais, donc, tu es venu à notre séminaire de Yield il y a un peu plus d'un mois. Et tu parlais justement de tous ces biais cognitifs, de ce côté irrationnel, rationnel, Mm. mais qui est hyper important en fait à prendre en compte dans les décisions produits parce Ouais. que ça a sa place. Et on a beau dire qu'on n'est pas influencé par telle ou telle chose, on l'est toujours quand même un peu. On est d'accord. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre en 2025. La situation économique est quand même difficile. Alors, j'ai l'impression qu'on dit ça depuis longtemps. Euh, Est-ce que tu penses que aujourd'hui, on fait du produit différemment qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans? Je ne sais pas si on le fait différemment, mais on se remet beaucoup plus en cause. On ne remet pas en cause la valeur du produit, de faire du produit de la bonne façon. On se pose la question de, euh, maintenant qu'il y a eu le Covid, ensuite on a eu 2022 qui a fait mal à beaucoup de gens sur des notions de profitabilité, où le modèle en fait a changé pour les boîtes, où on recrute plus à tout va, où l'IA est arrivée avec soit une compréhension chez certains de on va créer des nouveaux usages, enfin soit, parfois c'est complémentaire, soit je vais avoir besoin de moins de personnes pour faire la même chose. Euh, on n'est plus, je dirais que on n'est plus dans l'état de grâce qu'il y a eu pendant quelques années, où c'était un no-brainer. En fait, tu prenais du product parce que c'était un modèle, et d'ailleurs les gens parlaient de modèle produit, où il suffisait de connaître quelques frameworks d'avance ou avoir bossé dans une startup, même en ayant été mauvais, parce que personne ne va aller le vérifier, pour être capable de revendre du savoir, soit en freelance, Ouais. soit via des boîtes de conseil. Mm. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, la notion de comment on va faire du produit, qu'est-ce qui va différencier et qu'est-ce qu'on est capable d'assumer, c'est-à-dire de dire je suis plus légitime que toi, qu'on soit boîte de conseil ou qu'on soit freelance, est beaucoup plus difficile à trouver. Avant, il suffisait d'avoir fait Blablacar ou Deezer. Les gens ne disaient pas qu'ils te mangeaient dans la main, mais tu arrivais, tu pouvais avoir un TJ qui était plus important, Ouais. donc un taux journalier. Aujourd'hui, c'est difficile. Et toutes les boîtes de conseil, est-ce que je reste généraliste? Qu'est-ce que j'apporte en plus par rapport à ça? Qu'est-ce que j'apporte en plus aujourd'hui par rapport à des grosses maisons, des Accenture et autres qui sont toujours là, même s'ils sont capables de virer des milliers de personnes, n'empêche qu'ils sont toujours là Mm. et qu'ils ont une capacité à adresser le marché qui est énorme. Qu'est-ce que j'apporte en vrai et comment je justifie le TJ par rapport à des freelances? Aujourd'hui, c'est compliqué.
Et justement, juste avant de passer sur ce modèle de conseil qui est passionnant aussi, sur le côté boîte produit, Ouais. tu penses quel impact cette période a chez elle concrètement? Pour moi, ça. Alors, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais euh, ça fait des années qu'on milite pour avoir des notions de trio dans les équipes. De Ouais. dire que l'élément, entre guillemets, atomique qu'on cherche à avoir, c'est des gens à qui on va filer un budget qui est le temps d'une équipe et qu'il faut qu'ils fassent le maximum avec ça. Ça a toujours été là. Et moi, ça fait maintenant quand même quelques années que je le rabâche et que j'ai mis en place chez The Fork pas mal de choses. C'est pas parfait, attention, je ne veux pas dire que j'ai tout fait parfaitement, mais réussir à changer les relations avec des sales, avec des clients, en ayant cette logique d'investissement et de co-investissement, qu'aurait toujours dû être là. En fait, on repousse vers ce modèle-là parce que, on va dire, on a moins besoin de gens, que les gens doivent prendre plus de responsabilités, puisque maintenant l'IA te permet de ça. Mm. Et en fait, la vraie question, c'est que ça n'a jamais été un problème d'outils. Ça a toujours été un problème de personnes. Donc soudainement, l'IA vient révéler le fait qu'on est capable de faire plus en sortant de sa zone de confort et en prenant une zone de responsabilité plus grande, avec un fléchage dans la responsabilité qui va vers la profitabilité. En fait, c'est ce que le produit aurait toujours dû être. En fait, tu veux dire qu'on responsabilise les personnes en leur disant, bah voilà, je te donne tel budget. Tiens, d'ailleurs, si on prend une équipe, souvent produit, tech, allez, disons que c'est 700 000 euros à l'année à peu près, et bah tu leur donnes ce budget-là en disant, voilà l'objectif business de la boîte. Maintenant, démerdez-vous, C'est ça. il faut y arriver. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, l'émergence des Product Ops qu'on a pu avoir il y a quelques Ouais. années, les Scrum Masters ou les coachs agiles dans le passé, en fait, tout cet écosystème qui chacun venait avec des frameworks, avec des idées qui étaient toutes bien pensées, hein, la question étant pas ça, mais qui avaient du mal à le cranter, à le flécher avec une notion d'argent. La dette technique, on a beaucoup de mal à la flécher avec une notion d'argent. Ce que je trouve hyper intéressant dans le fait de se poser maintenant la question de qui on a vraiment besoin pour quel objectif, c'est que soudainement, on revient à ce que aurait toujours dû être cette promesse. Si j'ai des ops, c'est pour autonomiser les gens. Je ne prends pas un product marketing manager pour que soudainement un PM n'en ait plus rien à faire de à qui on vend et comment on vend. Mm. C'était là pour te dire, 80% du temps de cette personne, c'est s'assurer que j'ai un OS qui permet au product manager de ne pas avoir besoin de faire appel à moi. L'IA vient accélérer cette capacité de fournir ça à l'échelle au sein d'une boîte Ouais. et devenir mettre entre guillemets tout le monde avec le même armement. Ça devient intéressant. En revanche, il y a deux choses qui ne changent pas, et IA ou pas IA, et profitabilité ou pas profitabilité. Le premier, c'est la capacité qu'ont les gens à prendre de bonnes décisions. Et ça, l'IA peut t'aider, mais ce qui te reste, ça reste ces décisions difficiles. À la limite, l'IA fait gagner du temps sur des choses et on automatise des choses qui sont sûres. Quand on est face à des choix difficiles d'investissement, c'est là où ça devient chaud, entre guillemets. Et que les COMEX ne se remettent pas assez en cause. Mm. Dire, maintenant, j'ai une chaîne de transmission d'informations. Ces chaînes de transmission d'informations-là, est-ce qu'on n'y arrivait pas parce que les équipes n'étaient pas bonnes? Ou est-ce qu'on n'y arrivait pas parce que notre stratégie n'est pas une stratégie? Ça vient quand même à un moment faire bouger les choses. Deuxième chose, c'est que la valeur de la tech, pour moi, est en train de changer doublement. D'être beaucoup plus sur une notion de prendre le contexte plus tôt. Je vais faire beaucoup de parallèles avec la notion d'IA, mais on revient à ça. Est-ce que j'ai le bon contexte pour prendre les bonnes décisions? Et que la valeur, entre guillemets, de la dette technique, quand on commence à parler d'agentique, devient intéressante. Je parlais à un de mes clients qui fait beaucoup de M&A. Ouais. Dans la due deal de leur M&A, alors qu'ils voient tous l'intérêt de faire de l'IA, il n'y a pas cette considération de est-ce qu'on fait un choix commercial ou technique? C'est-à-dire, est-ce que j'achète une offre supplémentaire, comme j'achèterais une marque de voiture, mais je ne me pose pas la question de savoir si demain je suis capable de le mettre sur une plateforme commune. Maintenant, c'est fini, ça. Grâce à Volkswagen, tout le monde se met à faire des plateformes, ou tout le monde le fait déjà. Le 2, c'est la partie data. Et l'accessibilité de la data et des tools pour être capable de mettre de l'agentique. En fait, tu es en train de venir rattraper petit à petit
tout ce que tu avais du mal à valoriser parce que les gens ne comprenaient pas, dans des cas d'usage maintenant, en disant si j'achète 7 boîtes par an et je ne suis pas capable d'aller taper dans leurs data, je ne suis pas capable d'aller taper dans les usages, je ne peux pas faire d'agentique. Tu veux dire que la valeur s'est vraiment déplacée en fait. Là Ouais. où avant tu pouvais avoir une vraie valeur sur la tech qui était avec du clean code, du DDD, tout ce que tu veux, etc. Aujourd'hui, ça c'est accessible à beaucoup plus de gens, beaucoup plus rapidement. Donc en fait, ce qui va vraiment avoir de la valeur, c'est ce qui va pouvoir permettre d'exploiter, de faire un peu de business, etc. Donc la data et tout ce qui tourne autour de Ça. l'agentique. Ouais. Au final, on est en train d'armer ces trios et ces équipes normalement, de suffisamment d'informations, de suffisamment de contexte, suffisamment de possibilités pour assumer enfin cette autonomie et cette responsabilité, mais que ça ne sera possible que si les entreprises comprennent qu'il faut investir dans des experts qui, eux, mettent en place des OS, Oui. d'un côté. Donc, cette problématique-là ne disparaît pas. Et de deux, que ce sont des choses qui doivent être prises en compte tout en haut. Et ça, pour moi, on n'est pas encore clair. Et quand je vois trop de promesses aujourd'hui de on va juste avoir besoin de moins de personnes pour faire la même chose, c'est vrai. La vraie question, c'est est-ce qu'on fait les bonnes choses? Et ça a toujours été ça, la vraie question du produit, qui Ouais. n'est toujours pas bien craqué par les boîtes. Est-ce qu'on est en train d'investir là où il faut investir? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire les choses bien? C'est bien maintenant, ça y est, on peut, je dirais pas niveler, mais niveler par le haut avec la partie OS, entre guillemets, qu'on peut mettre en place avec de l'IA. Est-ce qu'on se pose vraiment les questions de où est-ce qu'on met l'argent? Et c'est pour ça que peut-être aujourd'hui, tu vois, on a plus tendance à pousser l'itération très faible pour pouvoir déjà prouver la valeur de tes POC, plus que d'aller faire du projet comme on faisait à l'époque pendant des années et des années. Donc ça va aussi dans cette logique d'avoir du retour en fait très rapidement, Ouais. du feedback utilisateur ou alors du feedback business. Hein. Ouais. Intéressant. On a beaucoup parlé de ROI. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une période qui va plutôt pousser à la profitabilité, qui va plutôt pousser à la croissance, ou alors c'est un mix des deux? Comment tu vois l'impact de cette période sur ces deux éléments? Pour moi, la partie pure profitabilité, je ne dis pas qu'on l'a dépassée. C'est encore beaucoup de questionnements, mais plus personne ne la remet en cause. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'enfin, il va falloir allier les deux. Ouais. Au contraire, être capable de gérer des investissements en disant de la même façon qu'avec mon propre argent, je ne vais pas mettre 100% de mon épargne sur des actions hyper risquées aujourd'hui. C'est pas possible. Personne n'a 100% de son épargne en Bitcoin. Enfin, normalement, tu te Normalement dis... constitué. Normalement, c'est un choix, mais c'est une notion Ouais. de profil de risque. Et cette notion de profil de risque, elle n'a jamais été très claire dans les boîtes. Donc, il va falloir allier les deux en disant peut-être que l'ensemble de l'entreprise va avoir un degré de risque plus ou moins important, que ça va varier au niveau des équipes, que ça va varier au niveau de l'appel que je peux faire à des gens en externe. Est-ce que je le fais pour gagner en efficience? Et finalement, c'est une notion de budget. Est-ce que je cherche un nouveau pan de marché? Ça me permet effectivement de focaliser avec un objectif très clair. Et donc, je dois accepter que je prends des risques. Et ça, pour moi, on revient à une gestion financière saine. C'est-à-dire pas une gestion financière à aller dire on va calculer la demi-heure qu'a passé un dev sur quelque chose, mais plutôt à si j'investis tant, qu'est-ce que j'attends comme retour et à quel moment, si j'ai pas ces retours-là, ça va pas. Ouais. Et donc, Sachant que c'est pas forcément que du court terme d'ailleurs, parce exactement. que, voilà, il y a plein de manières d'évaluer un retour long terme, moyen terme, court terme. Exactement. En interne, on va essayer de mettre une valeur derrière sur du gain d'efficacité. Donc, on peut le transmettre en notion d'argent, mais on peut aussi le voir avec une notion de INPS en interne. Les gens n'aiment pas passer du temps sur des choses qui ne sont pas intéressantes, on est bien Bien d'accord. sûr. On peut en externe de dire j'ai des notions de marque qui sont importantes, c'est du goodwill, j'ai l'intuition d'un fondateur qui est de dire je pense qu'il faut qu'on soit là dans 2-3 ans. Peut-être qu'il faut mettre 5 à 10% du budget dessus et tout le monde doit accepter que c'est un choix, mais que c'est que 5 à 10%. Donc cette gestion de portefeuille d'investissement, je ne parle pas de gros portfolios à la Safe, un truc comme ça, hein, même si on peut probablement s'en inspirer, mais est-ce que j'ai conscience de la répartition de mes investissements? C'est une Justement. bonne image que tu donnes, je trouve, ce portfolio d'investissement. Ouais. C'est-à-dire vraiment où est-ce que je place mon argent
Est-ce que je le place dans des choses sereines parce que je sais que si j'investis X, j'ai X en retour parce que j'ai un track record qui permet de le savoir? Ouais. Ou est-ce que je fais une innovation à proprement parler, un autre produit qui va peut-être me rapporter 100, mais bon, bah ça, j'ai aucune certitude aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à le perdre? Ouais. C'est 100. Et donc, difficile que ça représente 80% de ce que je fais. Et puis après, tu as plein de façons de le voir. Est-ce que j'investis sur les mêmes marchés? Est-ce que j'investis sur des nouveaux marchés? Enfin, le côté nouveau marché, nouveaux produits, hein, c'est quand même un truc de consultant, désolé. Mais pour le coup, évidemment, est-ce que je suis prêt à aller faire un nouveau marché, un nouveau produit sur un nouveau marché que je ne connais pas? Est-ce que je fais par capillarité? Il y a plein de façons de le voir. Est-ce que j'investis dans ma mission, dans ma vision, ou est-ce que j'investis uniquement dans le développement commercial? Donc, est-ce que je suis prêt à accepter que je vais avoir une dette dans ma mission et ma vision? Est-ce que j'investis sur mes produits existants uniquement? Il y en a qui vont dire on fait 100% quasiment, ou 80% sur le produit existant, sur de la consolidation, sur de l'évolution. Est-ce que c'est de la pénétration vers d'autres verticales, mais toujours avec globalement les mêmes fonctionnalités? Et on a tendance à ne pas regarder, par exemple, ce qu'on a fait sur l'année. Ouais. Alors, aujourd'hui, Malgré toutes les datas qu'on a. C'est ça, sur 2025, comment on a réparti l'investissement? Ouais. Qu'est-ce qu'on s'était dit début 2025? Qu'est-ce qui a changé? Comment on l'explique? Et c'est OK, évidemment, les choses changent. Le but, c'est un plan, c'est pas fait pour être respecté. Mais c'est planifié, super important. Mais Voilà. c'est marrant parce que donc, le trio, quand même, se responsabilise, mais bien au-delà du simple rôle d'un product manager, d'un product designer, d'un product engineer, mais qui va vraiment être quasi un mini-entrepreneur au Ouais. sein de sa mission. C'est ce qu'on va demander. C'est vrai que alors, je supporte pas cette expression du mini CEO du produit parce Ouais. qu'elle a été extrêmement mal utilisée. Ouais. Ce qu'elle a toujours voulu dire, c'est de te dire je m'entoure de gens plus compétents que moi dans leur domaine, mais il faut une personne qui, s'il a besoin de trancher, donne une direction. Parce que, évidemment, on a envie, je vais caricaturer, désolé pour les gens qui vont nous écouter, mais moi j'ai vu beaucoup de designers très user-centriques Ouais. qui auraient pu passer 6 mois à aller raffiner quelque chose, même si on pas quelque chose qu'on va vendre en plus. J'ai vu plein d'ingés qui étaient passionnés par de l'architecture, de la qualité de code et autres, et qui avaient du mal à penser business, parfois un peu plus facilement utilisateur que business. Mais pareil, qui ont du mal à se dire, en fait, quelle quantité d'investissement j'ai envie de mettre sur ça. Parce que je pense que c'est plus important qu'autre chose. C'est souvent rarement comparaison et plutôt, mais je pense qu'il faudrait faire ça parce que l'utilisateur, il voudrait ça. Sauf que tu as 1 million. Tu n'as pas de l'argent infini à investir. Ouais, bien sûr. Donc déjà, cette notion de co-responsabilité sur on accepte que ça va pas être parfait et que s'il faut trancher, il y a une personne qui tranche, en fait, tu te retrouves avec un trio de fondateurs, avec l'un ou l'une qui va prendre cette responsabilité de devoir trancher si besoin et qui va effectivement peut-être être davantage orienté business que les autres, mais et qui est globalement le rôle d'un PM ou d'une PM, mais les autres qui sont tout aussi intéressés par le résultat de la boîte parce que they're skin in the game, si tu veux. Hyper intéressant. Je suis totalement aligné avec cette vision et ce qu'on doit transmettre aux entreprises. Tu viens de chez Tiga, un des pionniers dans l'univers du conseil en product. Ouais. Aujourd'hui, on a un marché qui globalement est quand même bien structuré au niveau du product management, surtout dans les grands comptes. C'était une des premières missions de Tiga. On a un marché qui est d'ailleurs peut-être centré surtout sur la méthode, Ouais. qui a été formé sur la méthode et peut-être moins sur la valeur. Qu'est-ce que Tiga a extrêmement bien fait, selon toi, dans ce que j'appelle ce conseil en product management 1.0, ce conseil de 2016? Pour moi, ce que Tiga a très bien fait, c'est d'accepter de ne pas aller sur un modèle de squad, mais d'aller sur un modèle de je vais venir dropper quelqu'un de très compétent dans votre organisation, avec votre contexte, vos contraintes et autres, et vous montrer qu'on peut faire différemment. Ouais. Sous-entendu, dans beaucoup de cas, c'est ce qu'espèrent les clients, mieux, mais déjà différemment. Et donc d'aller au-delà de la théorie. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant versus d'autres modèles qui vendaient de la squad, qui finalement étaient achetés comme du projet, puisque on avait un budget et tout un processus de décision qui avait été fait, avec un périmètre souvent prédéterminé, et on allait surtout acheter de la tech dans la tête des gens. En fait, le product dans la tête du client, c'était souvent un PO, c'était pas quelqu'un qui avait le droit de remettre en cause des décisions. Donc ça, je trouve que Tiga a extrêmement bien fait.
Si je résume, Voilà. c'est peut-être une sorte de consultant en strat qui est opérationnel et qui vient faire de la conduite du changement en interne en Ouais, analysant un peu tous les métiers. mais en prenant des décisions. Ouais. Ce qui pour moi était... Alors, pareil, désolé pour la caricature, je ne suis pas un consultant dans l'âme. J'ai souvent beaucoup vu les consultants. Je vois la différence entre faire du consulting et faire du conseil. Pour moi, les consultants étaient des vendeurs de slides ou des vendeurs de chair. Voilà, de chair à canon. J'avais vu assez peu de positionnement en disant je vais prendre ces décisions-là qui ne sont pas des décisions faciles, c'est inconfortable. Ouais. Je vais assumer le poids de ces décisions sur un temps suffisamment long justement pour apprendre. Et pas te dire, voilà les slides, voilà comment Marty Kagan a dit qu'il fallait faire. Et donc toi, tu fais les choses mal et il faut que tu mettes en place des squads avec le modèle Spotify et puis des guildes et puis ton travail s'arrête là. Et c'est ce que j'aime bien et ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle TIGA a été créé. Faire le pont entre un conseil en stratégie qui est souvent, parce que c'est aussi ce qu'on leur demande, un peu décorrélé de la réalité du terrain et de l'exécution. Mmh. Donc on fait une très belle stratégie, on vérifie pas qu'elle est exécutable. Et des boîtes qui étaient des boîtes de services qui vendaient beaucoup d'exécution, mais à qui de toute façon, même si elles le voulaient, on ne donnait pas la possibilité de faire de la stratégie. Il manquait vraiment ce liant Ouais. entre la strat et le service, l'exec pur. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce que du coup, à l'inverse, tu penses, on a un peu foiré dans cette période? La méthode, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de méthodes Pourquoi? parce que c'est ce que les gens achetaient, parce qu'on vendait le rêve de la start-up, on ne parlait pas encore de scale-up à l'époque, de Mmh. la start-up américaine qui fonctionnait comme ça. Donc s'il fonctionne comme ça, c'est qu'il y a bien une raison. Et tout le monde a fantasmé là-dessus. D'abord les scale-up, celles qui sont des scale-up aujourd'hui, euh, qui ont appliqué ça et qui effectivement ont montré qu'ils étaient capables d'aller attaquer des acteurs traditionnels. Donc ça a marché. On a vu que cette façon de penser marchait. Et les grands, ceux qui étaient finalement un peu derrière et qui étaient, je dirais pas le bas de la pyramide, mais si d'une certaine façon en termes de chiffres, de nombre de personnes, de taille, ont voulu faire la même chose. Mais c'était que de la méthode. Or, la différence majeure entre une start-up et une grosse boîte, c'est moins la méthode que la capacité de prendre de la décision dans de l'incertitude. Et donc, pour toi, vu que c'est pas mal de méthodes qui a été vendues, est-ce qu'on a bien fait dans cette période d'aller placer des consultants vraiment en AT, en assistance technique, au jour homme, chez des clients? J'aurais... Alors c'est facile à posteriori de dire les choses, hein, toujours Ouais, mais c'est pareil. intéressant, je trouve, de faire la rétro quand même. Ouais. Je pense que parfois, on a été trop là-dedans, et tous, hein, je parle pas de Tiga, je tape pas sur Tiga Bien plus sûr. que chez quelqu'un d'autre, hein. Trop sur, forcément, parce que tu places une personne qui est sachante, ça va marcher. Il y a cette frustration de ne pas être capable de taper au niveau d'un COMEX, qui, eux, n'ont pas changé leur fonctionnement, de ne pas aller parler, en tout cas de voir les autres services comme des stakeholders. Et ce côté stakeholder, c'est toujours quelqu'un, enfin le stakeholder, c'est quand même le cousin que tu n'as pas envie de voir à ton mariage, hein. C'est rarement des gens dire c'est mes potes, les stakeholders. Le mot même de stakeholder est un peu excluant, c'est l'autre, tu vois. Et parfois, c'est l'ennemi, presque. Et on n'a peut-être pas assez compris qu'il ne suffisait pas d'avoir un PM qui était missionné par un DSI ou un CPO ou un CTO pour aller changer les choses, parce que ce qui change les choses, c'est moins la vitesse d'itération qu'on a dans une équipe produit que la capacité qu'a le reste de l'organisation à aller co-investir avec nous. Ouais, donc vraiment, ce côté, arriver à itérer avec tout le monde autour de toi, donc que ça soit le COMEX, que ça soit les métiers, que ce soit le DSI. Donc vraiment d'avoir ce lien en fait entre tous les corps de métier en interne. Et ça, c'est probablement, alors je dis pas que j'aurais su comment faire, attention quand je dis Bien ça, sûr. avec beaucoup d'humilité, j'ai pas du tout la réponse à la... Et je sais pas ce que il aurait fallu que je fasse ça en 2016 ou en Mmh. 2017. Euh, mais pour moi, la vraie question, c'est comment ça devient plus un sujet produit, mais un sujet de stratégie de boîte. Est-ce que une boîte comme Carrefour, Accor ou BNP peut avoir une culture à la Google? Non, ça n'arrivera jamais. Comment on est capable de faire comprendre, avec toutes les résistances au changement et autres que tu peux avoir en interne,
que c'est ça qui va créer de la croissance demain et que pour autant, ce n'est pas antithétique avec le fait de bien faire son métier, que c'est pas antithétique avec le fait de parler à des clients ou avoir de la compliance, ça, c'est pour moi le vrai défi. Euh, et moi, enfin, j'ai eu des débats X fois et parfois des conflits. Je le dis souvent aux conférences, j'ai aucun problème à le dire. Moi, j'ai fait du droit puis une école de commerce. J'ai rarement vu des gens du marketing penser autrement que comme on faisait du marketing dans les années 50 ou 60. On a rajouté des canaux digitaux et de la data, c'est tout. Et parfois, quand je refaisais cette magnifique série Mad Men, je dis en fait, il n'y a pas tellement changé. Très peu de gens du marketing vont parler à des utilisateurs. Ça me Hmm. paraît incroyable d'être responsable d'un marché et de ne pas parler à des utilisateurs. Très peu de gens du marketing passent du temps avec des sales pour la partie vente. Il y a un côté tour d'ivoire chez le marketing. Et je ne comprends pas, pour moi qui ai fait une école de commerce, pourquoi on n'a pas réussi à faire évoluer les autres métiers, alors qu'un métier comme le produit et comme la tech, j'irais, évolue tous les 6 mois. Qu'est-ce qu'on a manqué? Et qu'est-ce que nous, on aurait pu faire, par exemple chez Tiga ou dans d'autres boîtes, pour aller infuser ça en dehors des murs des équipes techniques produits? Ouais, c'est intéressant. Peut-être que le fait que souvent la tech, le produit est quand même un gros centre de coût, enfin est perçu comme Mhm. un gros centre de coût et un gros investissement, fait que forcément tu cherches toujours à rationaliser la chose ou à la rendre toujours plus héroïstique. Donc peut-être que c'est une des réponses à ta question, Oui. mais hyper pertinent. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes, quand tu entends, enfin même quand tu discutes avec des DSI, si on prend les DSI, ils veulent quand même réduire les coûts, certes, mais faire en sorte d'arriver enfin, pour certains, à délivrer de la valeur. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose qui a changé. Toi, quand tu accompagnes, parce que tu en parlais un peu, des grands comptes, des boîtes avec lesquelles tu bosses, quelles sont un peu les deux, trois phrases qui reviennent, mais à chaque fois? Alors, à chaque fois, il y a justement, il faut qu'on pilote par la valeur, slash par l'impact, slash par l'usage. Et ce qui est amusant, c'est qu'on définit rarement ce que c'est que la valeur. Donc c'est beaucoup de répétitions, mais personne se dit derrière, c'est un PNL, est-ce que c'est de la croissance, est-ce que c'est de la marge? Ça, moi, c'est ce qui manque. On va C'est-à-dire pas plus que, loin que le non. mot valeur, impact et Ouais. autres. Ouais, Et quel est le rôle des autres dans le fait de générer de la marge? Ben, en fait, on ne génère pas de la marge tout seul avec du produit ou de la tech. Il faut que ça soit mis à disposition, il faut que ça soit vendu d'une façon ou d'une autre. bien sûr. Et donc, c'est pas autosuffisant. Et ça, on le dit depuis 10 ans, hein, c'est pas nouveau. Mais il y a encore ce problème de capable de dire je suis un acteur et je vais générer quelque chose qui doit générer de la valeur et qui n'est pas autosuffisant. Et tu penses que pour toi, justement, ces agences de conseil qui interviennent sur des aspects produits, etc., arrivent aujourd'hui à faire prendre conscience et à amener les gens vers quelque chose de concret derrière un simple mot, impact, valeur, etc. Pas toujours. Je prends le product marketing. Product marketing n'existait pas, très bizarre pour moi qui étais product marketer en 2007, avant 2021-2022. Ouais. Soudainement, c'est devenu un truc hype. Parce que on a parlé de profitabilité. En fait, soudainement, on s'est dit, bah, c'est super, on se regarde en chien de faïence, Hmm. les sales, ils sont méchants, ils demandent toujours n'importe quoi, les marketeurs et les marketeuses, elles n'ont jamais vu un utilisateur et elles n'ont aucune conscience des notions de coût parce qu'elles ont l'habitude de faire appel à des agences et on n'est pas une agence en interne, on ne veut pas être une feature factory. Hmm, hmm, Voilà. hmm. Et de l'autre côté, des gens produits tech et autres qui ne mettent jamais véritablement d'argent derrière leurs investissements. Et qui disent pas d'ailleurs, si je n'ai pas ces moyens pour aller tester un marché, ces moyens pour aller vendre sur un territoire, et ils font des réponses à objection et tout ce que tu veux, donc du sales enablement, des collaterals, on ne pourra pas vendre. Et donc l'investissement que je fais, où moi je dis, hey, regarde, je suis responsable de ça comme objectif, ben, en fait, je ne peux pas y arriver tout seul. Donc je suis forcément dépendant. Euh, Soudainement, c'est devenu important. Aujourd'hui, moi j'ai vu beaucoup de gens du marketing devenir product marketeurs, ce qui est vachement bien, et ce qui de l'autre côté pose des questions parce que il faut avoir travaillé avec des équipes produits pour comprendre comment le faire, et il faut avoir travaillé avec des équipes sales pour comprendre comment le faire. Et donc des profils comme ça, il y en avait assez peu. Maintenant, je ne dis pas que le product marketing est absent, mais on se rend compte que c'est moins le sujet, bizarrement.
Moi, on m'en parle beaucoup moins il me faudrait un product marketer. Donc, ce que les gens me disent, il y a aussi ce que les gens ne me disent plus. Donc, le deuxième truc, c'est souvent, on n'est pas efficace ou efficient, ou il y a un truc qui ne va pas, ou il faut qu'on change de modèle. Enfin, il y a toujours cette notion-là à te dire, il y a, un poil dans ma soupe, et puis j'ai besoin de savoir où il est. Alors, souvent, les gens ont des premières idées de diagnostic, mais je ne dis pas que c'est caricatural, mais rarement ça prend en compte les autres, les sales et autres. On va dire on devait être plus efficace, mais souvent un peu centré sur soi-même. Et la troisième chose que j'entends de plus, c'est de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça en interne. C'est ça. Ouais. De toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il faut qu'on. Soit il y a le deux trucs, on n'a pas le choix, on a cet héritage-là, il faut faire avec. Soit, et ce que j'entends de plus en plus, c'est on n'a pas le choix parce qu'avant, on avait peur de se faire disrupter par une start-up. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, ça accélère tellement vite et qu'il y a tellement de peur vis-à-vis de ça, et tu as tellement l'impression que tous les autres sont allés plus vite que toi, que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on réduise la voilure, on n'a plus les budgets qu'on avait avant, donc les gens doivent être plus efficaces, donc l'IA, il n'y a pas le choix parce que c'est la réponse à tous nos problèmes. M'énerve un petit peu d'ailleurs. Et donc, il faut qu'on y aille. Et donc, on va réduire. Et donc, les rôles vont merger en un seul. Et de temps en temps, on prend un peu de recul et on se dit, OK, vous parlez à des utilisateurs aujourd'hui. Quelle part de vos utilisateurs voient véritablement l'usage de l'IA à 90% de ce qu'ils vont faire? C'est sûr. Combien en B2C, par exemple, les gens, oui, il y a plein de gens qui utilisent ChatGPT. Il faut voir ce qu'ils font avec. Ouais. Donc, on a aussi une surestimation de l'impact de l'IA ou la perception de l'impact de l'IA par nos propres utilisateurs. Mais on est toujours biaisé. C'est hop, l'IA vient de sortir. Comme tu le disais, la peur de se faire doubler par les autres. On va investir tout sur l'IA. C'est ça. Enfin, c'est assez fascinant. On voit une vraie fracture. C'est irrationnel d'ailleurs. On est de plus en plus avancé sur des choses et on se dit il faut simplement qu'on y aille, et puis ça va tellement vite, on a envie de suivre, ce qui est normal, j'en fais partie. Et le reste, entre guillemets, de l'humanité. On va dire. Et je parle de l'humanité dans des pays occidentaux, ce qui en plus réduit énormément les choses. Donc pour moi, c'est trois choses. C'est véritablement de l'impact, mais on ne le définit pas. Il y a effectivement, il faut qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Il faut qu'on y aille parce que c'est comme ça, mais on ne sait pas forcément comment y aller. Et qui est beaucoup plus prégnant qu'il faut qu'on aille vers le produit, qui était plutôt basé sur certaines personnes qui avaient une conviction que c'était la bonne façon de faire. Là, c'est vraiment des facteurs externes de profitabilité, de technologie qui te mettent tout le monde sur la sellette. Et mine de rien, dans un environnement qui est de fait incertain sur beaucoup de choses, depuis Trump jusqu'à évidemment les évolutions des grands modèles d'IA et tout ça. Ouais, intéressant. Ouais. Toi, tu penses justement que le fait que ces organisations maintenant aient cette culture du product management, le fait qu'on baisse aussi les investissements, forcément, c'est la période où les premiers budgets qui sautent, et les prestats, puisque c'est la liberté que s'offrent aussi les entreprises en faisant appel à des agences de conseil. Est-ce que tu penses que c'est la fin des agences de conseil? C'est une période qui va être très dure. Comment tu vois la chose pour elles? Alors, la fin, non. Pour deux raisons. Pour trois raisons. Allez, je suis généreux aujourd'hui. Première chose, c'est le côté tu t'achètes une expertise que tu n'as pas. Qui te dire des gens très bons dans un domaine et à définir, très bons sur une industrie, très bons sur une technologie, très bons sur un marché, peu importe. Mais en product management, ce serait quoi par exemple? Product management, ça peut être de l'industrie. Le fait d'être extrêmement fort sur une industrie. Dans le retail, sur tel ou tel aspect, ouais. Extrêmement fort sur une typologie d'usage. L'IA étant un bon exemple, mais ça va se spécialiser. Ouais. Est-ce que je suis très fort sur de l'IA interne en finance? Est-ce que je suis très fort sur la capacité d'aller gérer de l'IA dans du e-commerce? Avec tous les modèles, on l'a vu, ChatGPT change les règles, mais ça veut dire du e-commerce, ça veut dire du SEO, ça veut dire donc peut-être plus limité à uniquement je crée un produit, mais aussi comment je le vends. Ouais. Et pour moi, c'est quand même une vraie évolution.
Et on va plus être sur même sur la partie tech, est-ce que je fais mieux du JS que autre chose? Maintenant, Je ça pense a que perdu voilà, totalement la valeur aujourd'hui. complètement. Et donc la capacité, par exemple, à être suffisamment bon pour gérer tout ce qui est éval, qui aujourd'hui est le nerf de la guerre. Et ce qui est amusant, c'est que c'est autant le nerf de la guerre pour du product manager que pour du designer, que pour du product engineer. Donc ça remet aussi le trio, on revient là-dessus. Le deuxième, c'est le fait de se payer pas une soupape, le fait de se... Ah merde, pas de disjoncteur. Je vais pas retrouver, je suis désolé, le Un mot c'est regard stupide. extérieur, Non, quelque un chose qui vient... fusible, Un pardon. fusible. C'était compliqué celui-là. Tu payes quelqu'un d'extérieur pour pouvoir dire, moi je le pense déjà, mais j'ai besoin que quelqu'un d'extérieur le dise. Je confirme. Et si ça marche pas, potentiellement, je peux venir taper sur le consultant. Hmm, Les gens ont toujours besoin d'excuses. Ça c'est change pas. sûr. Hmm. Ça, c'est évident que ça change pas. Donc, ça aura toujours cet effet-là. Et pour moi, le troisième effet, c'est une notion de focus. Quand, à un moment, j'ai envie de focaliser sur mes équipes sur quelque chose, ou que j'ai quelque chose qui apporte du défocus, que ça soit une refonte, que ça soit de la pure innovation sur une partie, et que mon organisation ne me le permet pas parce que c'est un truc transverse, le fait de dire, OK, je m'achète la tranquillité d'esprit, d'avoir une forme de campagne qui est souvent timée dans le temps, sur mon timé, et je vais acheter avec un budget déjà connu quelque chose que je vais apporter qui soit doit être rentable, parce que efficient, soit être, OK, on fait le maximum pour avancer, et ensuite on récupérera la compétence en interne, ça aura toujours de la valeur, parce que la valeur du focus est toujours là. Donc, tu es en train de me parler surtout de projet quand on y pense. Donc, hyper intéressant déjà cette notion d'industrie, cette notion d'arriver à timer quelque chose dans le temps. Mais ça veut dire que plus tard, les clients vont s'orienter vers du projet ou bien vont s'orienter toujours sur le même modèle de consulting, mais dans un budget donné. Pour moi, il y aura un mélange des deux. Le projet existera toujours parce que derrière un investissement à donner, donc que ça soit en temps ou donc en argent, tu vas demander un certain bénéfice. Et que je pense que cette logique de venir demander à une boîte de conseil de t'apporter ça, qui va plus d'ailleurs dans un sens de vendre des squads plutôt que de Ouais. vendre des gens de seuls, a toujours sa place. Là où tu vas payer une expertise, c'est payer la capacité d'infuser Dans tes équipes dans les internes. équipes. Et ce qui revient au modèle qu'a très bien géré Tiga, d'avoir une personne, ça pourrait être deux, ça pourrait être trois, Hmm. qui va venir changer les choses, créer finalement un espèce d'OS en interne. Toujours très différent parce qu'on est dans de la gestion du changement. Et la Ouais, conduite du changement, voilà. Et pour moi, il y aura toujours ce double niveau, en tout cas au niveau du product management pur, et product management design et autres, de créer du produit avec une équipe produit. Il y aura toujours ces deux modèles-là. Là où je me pose beaucoup la question, c'est le crantage entre des boîtes de conseil classiques qui ont toujours de la valeur. Moi, j'ai des appels au moins 3 ou 4 par semaine pour me demander mon expertise sur des calls, par exemple. ouais. Tout le temps. Mais ça peut aller sur de la gestion du e-commerce jusqu'à les liens avec du OpenAI sur du travel. Ça, il y aura toujours besoin de gens qui ont une expertise forte. Mais comment tu vas les vendre? Comment un Bain, un McKinsey va venir vendre son expertise demain? Est-ce qu'elle va être différente et est-ce qu'on peut venir les chatouiller, qu'on a une équipe produit sur, en fait, on n'est pas juste en train de faire du produit, une capacité de le commercialiser et donc de faire de l'argent et pas juste de faire des slides, ce qui a toujours été la valeur qu'on a poussée, on va délivrer des choses. Est-ce que là, on peut aller vendre des équipes sur certains usages qui vont gérer depuis le conseil quasiment strat jusqu'à la façon de faire? On a toujours du mal à faire ça, à le faire bien sur la totalité. Quelle place pour ce modèle? Je me pose la question. Sur de l'IA, aujourd'hui, les gens le vendent, jusqu'au moment où la GenAI arrivera à ses limites en termes d'accélération du changement d'usage, et ça deviendra une technologie comme une autre. Ouais, c'est marrant. Moi, je trouve que j'observe beaucoup ce qui se passe dans la concurrence, dans les acteurs sur le marché. C'est vrai qu'on a vu un peu de tout. On a vu des acteurs dans le conseil qui vont lancer leur entité spécialisée en agent IA.
On a vu d'autres acteurs peut-être plus monter vers le côté stratégie, etc. À l'inverse, hein, donc qui étaient vraiment PM et qui montent en stratégie. On a vu d'autres acteurs ouvrir des entités tech. Je t'en parlais un peu, on réfléchissait là-dessus à notre séminaire, mais nous, on a choisi de séparer tu sais, le studio. Donc vraiment là, on fait des forfaits avec l'advisory, là où il y a des consultants qui viennent infuser une conduite du changement, mais assez orienté tech aussi, tu vois. Et c'est vrai que c'est drôle, tout le monde se cherche Ouais. parce que tout le monde est un peu incertain de ce que va donner la période. C'est factuel, il y a moins d'offres, il y a beaucoup moins de consultants qui sont appelés sur des missions, etc. Mais je trouve que la période est quand même passionnante parce que même nous, en tant que boîte de conseil, ça nous force à se dire, OK, qu'est-ce qu'on apporte vraiment à nos clients et qu'est-ce qu'on devra apporter demain. Mais demain, c'est vraiment en décembre, tu vois. Mais ce qui est très intéressant, je parlais d'OS tout à l'heure, désolé pour d'utiliser ce mot-là à tort et à travers peut-être, mais euh, une des choses qui m'ont le plus impressionné dans le passé chez certaines boîtes tech, je vais en citer deux qui sont Théodo et Octo, Ouais. c'était le fait d'avoir tellement de liens en termes de valeurs, de façon de penser, de méthodo et autres, pour que tu puisses avoir des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble et être efficients très vite. Et c'est ce qu'on trouve par exemple chez des boîtes comme Google, qui sont capables de reshuffle une équipe sur des sujets de 3 mois sur un domaine hyper large. Et c'est pas grave parce que on a suffisamment d'éléments en commun pour être très 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 vite dans la C'est une force de capacité de frappe qui gérer. sait bosser ensemble C'est et très où impressionnant. tu fais appel à eux, C'est ça. c'est un coup, mais C'est tu ça. sais que ça va arriver à terme. Et pour moi, c'est ce qu'aurait toujours dû être globalement le but des équipes dans des boîtes de conseil, que l'IA te permet d'avoir parce qu'il y a une démultiplication des choses. Et le fait de se dire aujourd'hui, c'est peut-être pas sur la capacité de gérer de l'agent pour mon client, c'est dans moi ma capacité en termes de boîte de conseil de démultiplier la force d'un collectif, c'est aussi ce que tu vends quand Bien sûr. dans je dirais le pricing on top de prendre un freelance, c'est cette capacité là de communauté, de dire tu peux avoir suffisamment de choses mises en place en interne pour dire quand tu fais appel à quelqu'un de ma boîte ou à quelques-uns de ma boîte, tu sais que tu as une efficience qui est très grande parce qu'ils bénéficient tous de ça. Et Ouais. ça peut faire vraiment la différence. Maintenant, j'ai pas la réponse à ce que va devenir ce monde-là. Il y a un truc qu'on a tendance à pas assez prendre en compte, c'est le fait que l'homme n'aime pas le changement et que même s'il y a va vite et autres, les vieux réflexes, qu'ils soient bons ou mauvais, restent. Mm. Que la capacité qu'a un individu à gérer, et je le vois sur cette promesse slash fantasme, je sais pas comment faut le prendre, de soudainement, le trio, que déjà on a assez peu mis en place, pas pour des problématiques de compétences, mais pour des problématiques de culture, va soudainement être mergé en une seule personne qui va être capable de autant de coder avec de l'IA que de designer, que de tester un marché, que à quel point une personne est capable de faire ça correctement de A à Z. Moi, j'ai des gros doutes sur le fait que ça soit scalable. Je ne parle Je pas suis d'accord. d'être Mm. fondateur. Moi, je remonte une boîte, j'utilise énormément l'IA. Ça te permet de tout faire, mais au C'est sein ça. d'une boîte avec déjà des métiers différents, en fait, tu vas pas rassembler 3 métiers en un. Tu vas juste Oui. permettre à chacun d'aller plus vers l'autre. Et je trouve. comment je suis capable de juger que ce que sort une IA est qualitatif dans mon Ça, c'est sûr. contexte. Et on a toute cette question de si on n'a plus que des seniors, on n'a plus de juniors, et si on n'a plus de juniors, on n'aura plus de seniors. Mm. Évidemment, ça fait réfléchir tout le monde, mais c'est une vraie réalité et on a besoin d'experts pour être capable d'utiliser des agents en interne de la bonne façon. C'est pas juste d'aller acheter un agent en externe qui va résoudre ton problème, ton marché est spécifique, l'accès aux sources de données est spécifique. Et donc, je pense qu'il y aura toujours, et peut-être encore plus, de, de boîtes de conseil qui vont venir faire des choses en interne pour rendre les gens autonomes dans leur prise de décision, parce que tout ce fine-tuning-là prend du temps et que tu vas dire pourquoi réinventer la roue quand j'ai la capacité d'avoir des gens qui l'ont déjà fait dans X entreprises. Ouais, c'est ça, mais ouais, je suis vraiment d'accord. Tu vois, même ce modèle, je suis en train d'y penser, mais où tu as des squads, puisque tu en parlais pas mal, tu vois, d'avoir 3 techs plus un product ou juste 3 techs qui sont chez un client. On n'est plus au simple modèle de l'ESN, tu vois, où hop, c'est bon, tu consommes du jour homme. C'est ce que je te disais, mais nous, on a pas mal vu ce changement, mais
assez récent, tu vois, je dirais juin, juillet dernier, OK, même vous qui êtes en AT, juste en temps plein chez nous, on va vous demander, sur chacun des chantiers que vous allez mener, d'estimer le ROI de Mmh. l'ensemble des chantiers que vous allez faire. Et tu vois, OK, telle feature, elle vaut combien? Oh, elle vaut 14 jours hommes avec le cadrage, elle est 17, machin. OK, combien ça pourrait rapporter potentiellement, même en interne, même sur un outil interne? Ouais. Et tu vois, je trouve ça drôle qu'il y ait ça qui soit instauré dans des modèles très orientés AT, juste placement d'équipe, quoi. Et ça fait du bien. Et ça fait vachement Voilà. de bien. Je discutais avec un client l'autre jour et je lui disais, franchement, merci, parce que je trouve que ça a remis l'église au centre du village. Ouais. Le seul truc qui, pour moi, sera toujours problématique et qui revient aux notions de culture, qui est de te dire, en fait, pourquoi le produit et la façon de penser produit a toujours de la valeur, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris que ce qu'on gère dans du produit, c'est de l'incertitude. C'est le basculement entre Produit et tech d'ailleurs, hein. ouais, et est-ce qu'on est dans une logique financière de calcul de bilan avec un projet, ça vaut tant de jours hommes, et à la limite, peu importe l'homme derrière, et on sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Hmm. j'ai vu des boîtes emmerder, j'ai pas d'autres mots, leur tech en interne pour aller calculer ça pour des notions de crédit d'impôt. Ouais, euh, ouais, ouais. En disant, vous n'imaginez pas, déjà c'est compliqué à faire, et après ce qu'on veut c'est de la grosse maille. On n'a pas besoin d'une précision à ce point-là, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça qu'on parle toujours Et- d'estimation, parce que c'est des Exactement, choses qui sont pas concrètes. Et même dans ce cas-là, bah, effectivement, tu peux dépasser. Juste, faut savoir pourquoi tu as dépassé, exactement. itérer, enfin bref, Ce être que tu lean, veux, c'est quoi. de la comparaison. Ouais. C'est quand on gère un portfolio, on gère pas à l'euro près. C'est-à-dire quelles sont les unités, entre guillemets, qu'on veut utiliser. C'est toute l'idée de Fibonacci à l'origine dans l'agilité. C'est sortir des calculs d'apothicaire pour être sur des masses. Et quand on investit, on n'investit pas 7 jours hommes. La réalité, c'est qu'on veut investir 2 semaines, 3 semaines, un mois d'une équipe entière. Donc on est sur un douzième d'un million d'euros si on prend 1 million d'euros chargés. Hmm. On n'est pas en train de parler de 100 balles. Donc ça, c'est pas intéressant de parler de 100 balles. Donc pour moi, ça fait beaucoup de bien, à condition d'avoir cette notion de portfolio, d'être conscient que tout n'a pas une valeur immédiate, que tout n'est pas assuré, Tout à fait. d'accepter cette notion de best case et worst case scénario, et que le discovery, on appelle ça de la due diligence, parce que c'est à ça que ça sert, Ouais. c'est limiter les risques de se planter, mais qu'on n'aura jamais 100% de confiance. Et le seul moment où tu as 100% de confiance dans un résultat, c'est quand le truc est en prod et que tu as l'usage ou pas, que tu as la vente ou pas. Et c'est rarement exactement ce que tu avais prédit au début. Et c'est normal. Je suis d'accord. Pour finir, ce qui nous reste pas trop, enfin pas beaucoup de temps, même si la discussion est passionnante et on pourrait y passer, j'en suis sûr, des heures. Mhm. Est-ce que tu penses justement que ces organisations qui accompagnent aujourd'hui que sur le produit ont une nécessité d'aller vers la tech? J'ai vu pas mal de boîtes de product autour de nous essayer de lancer des entités vraiment tech. Et in fine, je sais pas, ça n'a jamais été un succès dans les Mhm. deux cas. Est-ce que tu penses que c'est quand même un modèle qui a vocation à exister? Parce que tout à l'heure, on en parlait et tu disais, bah, l'intérêt, c'est quand même d'aller de la stratégie jusqu'à la partie vraiment opérationnelle, je mets en prod, quoi. Ça dépend de ce que tu veux faire. Si ce que tu veux faire, c'est dire, quand je vends un product manager, un product designer, ça me demande le même effort que de vendre une squad entière. Et donc, c'est une notion de pure rentabilité des efforts commerciaux. Je comprends tout à fait ce choix-là. De la même façon, d'ailleurs, d'avoir des techs qui vendent des PO et designers en disant, Mm, bah, je t'ai vendu ça, autant que je te vende quelqu'un qui est capable de travailler avec c'est eux. ça. Ça, Ouais. je le comprends. Dans les logiques, peut-être plus de montée de gamme, de montée d'influence, c'est-à-dire dépasser les barrières des équipes produits, stage d'une DSI, peu importe comment on l'appelle, pour aller vers une compréhension du business, embarquer des sales, embarquer des marketing, embarquer des opérations, de tout ce que tu veux, et donc à la terme embarquer un COMEX. Pour moi, ça peut être intéressant d'avoir une vision tech sur des sujets en particulier. Et j'ai vu des équipes de dire, si je suis rattaché au CPO, bah en fait, déjà d'aller parler au CTO, c'est compliqué. Mm. Donc, je viens prendre ça pour avoir cette espèce de couple où je suis crédible sur au moins ces deux choses-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche demain d'aller prendre des CMO, d'aller prendre des CRO, d'aller prendre tout ce que tu veux? Donc, c'est de devenir en fait une boîte de conseil classique, pas spécifiquement produit. Donc, on a toujours le cul entre deux chaises. Désolé pour l'expression un peu fleurie. J'ai pas de conviction là-dessus. J'ai vu beaucoup de boîtes valoriser trop la tech, non pas dans sa capacité à inventer,
être dans sa capacité à donner des choses qui ont l'air prédictibles, qui Mm. pour moi est la négation de cette notion d'incertitude. C'est le mouvement encore aujourd'hui de gens CTO qui deviennent CPO. Ouais. En disant que pour moi, c'est un signal que c'est des gens qui n'ont pas compris ce que le produit apportait et qui veulent quelqu'un qui réponde en termes d'estimation et du jour homme, qui n'est pas la logique du produit. Et donc pour moi, c'est un retour en arrière, cette tendance-là. Je fais une caricature, hein, il y a des CTO Bien qui sûr. s'avèrent être d'excellents CPO, attention. Ouais. Je ne prends pas de cas d'espèce. Hein, là. Donc pour moi, c'est l'entre-deux. Ce en quoi je crois, c'est dans cette notion de trio. Et je crois profondément qu'on ne peut pas séparer les sujets et que l'ingénierie doit devenir de plus en plus de l'ingénierie de solution et pas juste de solutions techniques. Ouais, et en fait, si jamais tu le fais pas dans ta propre boîte, dans ton propre cabinet de conseil, d'arriver à collaborer avec les équipes en interne pour faire en sorte que ça soit fait dans le bien du produit, donc dans le bien de la boîte. Exactement. C'est intéressant, c'est chouette. On arrive au bout. Désolé, ça a été un peu rapide cette fin. C'est passionnant. Tu as vraiment eu, je pense, un regard hyper transversal sur du produit, du conseil et puis de l'entrepreneuriat. Moi, j'adore ta vision très orientée ROI, mais orientée vraiment discussion, stratège financier des organisations parce que je trouve que c'est quelque chose qui, à mon avis, est l'avenir et sur lesquels les boîtes doivent vraiment beaucoup insister. Donc franchement, merci beaucoup pour ton intervention Je t'en prie. aujourd'hui et ton intervention avec Yield. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et puis on se retrouve, nous, pour le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre vision, vos questions sur le monde du conseil en product management. On s'y fera une joie d'y répondre. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Fabrice.